Hello, c'est Lionel, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale à l'occasion de la sortie de mon nouveau livre, mon livre sur le Dogman qui s'appelle « Les mystères du phénomène Dogman, des USA à la France ». Donc dans quelques instants, on va parler de cryptozoologie, on va parler d'inexpliqué, on va parler de surnaturel. Mais avant toute chose, si vous aimez mon contenu, mes analyses, je vous invite à liker cette vidéo, mais surtout à vous abonner à la chaîne en activant la cloche afin de ne louper aucune future vidéo. Merci. Donc c'est parti, on va parler du Dogman et on va prendre le temps. J'ai bien conscience que ce sujet n'intéresse pas tout le monde. C'est un peu un sujet de niche, sans mauvais jeu de mots. Cette vidéo va évidemment surtout intéresser ceux et celles qui s'intéressent déjà au sujet. Mais les autres et même les sceptiques sont les bienvenus. Prenez la peine de regarder cette vidéo en entier, même si vous ne connaissez rien du sujet, même si le sujet du Dogman peut paraître un peu farfelu comme ça, en apparence, il mérite vraiment la peine qu'on s'y intéresse. Pour la sortie de ce livre, j'aurais pu faire juste une vidéo bande-annonce de 5 minutes, un teaser, et puis dire « achetez le livre ». Certains font ça, même dans les grandes maisons d'édition. Mais bon, ça n'est pas dans ma philosophie, parce que déjà, certains n'aiment pas lire, c'est leur droit, et d'autres n'ont tout simplement pas les moyens d'acheter de livres. De plus, je sais qu'une partie de mon public attendait depuis un moment que je reparle du Dogman. Voilà pourquoi on va prendre le temps dans cette vidéo et je vais vous donner des informations qui sont dans le livre. Je ne pourrai bien sûr pas tout dire par manque de temps. Il faut savoir que le livre fait 190 pages. Il est très complet, très synthétique, il y a énormément d'informations dedans. Et puis évidemment, je vais garder aussi des informations inédites pour les lecteurs. Pour être tout à fait sincère, ça n'est pas une vidéo qui a pour but de faire plein de vues sur YouTube. Non, si ça avait été le cas, j'aurais fait une vidéo plus courte, avec des effets, avec un titre putaclic, pour attirer un maximum de monde. Mais non, en fait, je voulais pas de ça. Je voulais vraiment faire une vidéo qui ressemble à ce livre. Un livre qui a été écrit sérieusement, donc sur un sujet que je considère sérieux, pour lequel j'ai du respect. J'ai aussi beaucoup de respect pour tous les témoins qui se sont confiés à moi. Et je les salue au passage s'ils me regardent. Je voulais que cette vidéo soit la plus simple possible et qu'elle ressemble au livre, qui se lit aussi tranquillement, à tête reposée, parce que c'est vrai que c'est un sujet extrêmement complexe. Donc je vais parler tranquillement, je vais essayer d'être le plus clair possible et vous donner un aperçu du contenu de ce livre. Je vais prendre le temps dans cette vidéo de développer certaines idées du bouquin. Je vais dire aussi tout de suite que je ne compte pas écrire 15 livres sur le Dogman. Non, ce bouquin c'est un peu la synthèse de ma pensée sur le sujet du Dogman à l'heure actuelle. C'est un peu ma petite pierre que j'apporte à l'édifice parce que je sais que d'autres auteurs ont écrit sur le thème du Dogman et je ne prétends à aucun moment détenir la vérité. Comme je le redirai plus tard, il n'y a selon moi pas d'explication unique pour le phénomène du Dogman et plusieurs théories d'explication peuvent tout à fait coexister. Ce bouquin contient énormément d'informations sur le Dogman, il est très condensé, j'ai vraiment voulu mettre tout ce que je sais sur le Dogman, tout ce que je crois aussi avoir compris sur le Dogman, même si, attention, je peux me tromper, j'en ai bien conscience. Ce livre a aussi été par moments compliqué à écrire parce que je manipule aussi à l'intérieur des concepts abstraits, théoriques, qui sont très complexes. Alors, on prend le temps dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà pourquoi est-ce que j'ai écrit un livre sur le Dogman. Eh bien déjà, je suis auteur à la base, j'écris des livres, j'en ai écrit plus d'une dizaine. Voilà, c'était mon activité avant que je me lance dans les vidéos. On me connaît surtout pour les disparitions mystérieuses. Les disparitions mystérieuses, ça n'est qu'un volet, c'est un volet important de mon travail. Je m'intéresse à beaucoup de choses, j'adore la nature et depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai toujours été fasciné par les animaux inconnus, ce qu'on appelle les cryptides. Et il se trouve que en 2014, en écoutant une émission américaine, j'ai découvert le sujet du Dogman. Et pour être franc, au départ, j'ai été assez méfiant. Voilà. C'est vrai que les témoins racontaient être tombés nez à nez dans les bois avec une créature ressemblant à un loup-garou. Et c'est vrai que ma première réaction a été assez sceptique. Je me suis dit, de quoi il parle ? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? C'est normal, je veux dire, faut pas gober n'importe quoi. Il faut toujours avoir un esprit critique. Mais j'ai décidé de laisser une chance au sujet. Je ne l'ai pas rejeté tout de suite. J'ai eu l'ouverture d'esprit suffisante
pour me renseigner, pour écouter d'autres témoignages. Et petit à petit, je me suis passionné pour ce sujet que j'ai trouvé vraiment très intriguant. Tellement intriguant que j'ai décidé d'en parler en France. Le dogman était un terme complètement inconnu dans le monde francophone, jusqu'à ce que j'en parle fin 2017 sur YouTube, sur Nura TV et aussi dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Je dis pas ça pour me vanter, je rappelle juste des faits qui sont vérifiables. Depuis 2017, j'ai souvent dit que j'écrirais un livre sur le dogman et le moment est enfin venu. Donc ce livre, Les mystères du phénomène dogman des USA à la France, c'est un livre de synthèse, un livre dans lequel voilà, je vous dis vraiment tout ce que je sais, tout ce que je pense avoir compris du phénomène, parce qu'il s'agit bien, selon moi, d'un phénomène. Il s'agit d'un ensemble d'observations multiformes. De plus, ce phénomène semble en expansion. Il touche même de nombreux pays. J'ai presque envie de dire qu'il s'agit d'un phénomène planétaire, qui concerne a priori quand même plus l'Occident et moins l'Afrique et l'Asie. Et d'ailleurs, on va voir un peu plus tard que j'ai peut-être un début d'explication. Donc ce livre qui est très complet, encore une fois, tente d'apporter un peu de lumière sur un sujet qui est à la fois délicat et complexe. Parce que le phénomène dogman est tellement bizarre par certains aspects qu'il semble vraiment échapper à la compréhension humaine. Donc après avoir interrogé de nombreux témoins et avoir beaucoup réfléchi au sujet, je vous livre mon analyse complète sur le dogman. Mon analyse personnelle qui se base avant tout sur mes connaissances, mes expériences et mes intuitions. Et comme je le répète plusieurs fois dans le livre, je ne prétends détenir aucune vérité sur le dogman. Attention, je spécule beaucoup dans ce livre, je fais des suppositions, je fais des propositions, mais encore une fois, peut-être que je me trompe. Donc selon moi, il n'y a pas d'explication unique, ça j'en suis à peu près sûr. Et force est de constater qu'une partie du phénomène ne peut pas être expliquée de manière rationnelle par la science. Donc quand j'ai écrit ce livre, j'ai toujours gardé en tête qu'il fallait que je sois le plus pédagogique possible. J'avais envie que n'importe qui puisse le lire, qu'il s'agisse de personnes passionnées par le sujet, mais aussi de personnes n'y connaissant rien. Et j'ai essayé d'expliquer avec les termes les plus simples possibles un phénomène qui est extrêmement complexe. Donc dans ce livre de synthèse, je vous explique tout ce que je sais sur le sujet du dogman de A à Z, et surtout je vous explique mon cheminement intellectuel depuis le départ. Je parle même de mon enfance, je parle du milieu dans lequel j'ai grandi, et jusqu'à maintenant en fait. Évidemment je résume, j'ai pas écrit mes mémoires dans ce livre, mais vraiment j'ai essayé d'être le plus transparent possible. Et à la fin du livre, vers la conclusion, je propose quelques pistes et clés possibles de compréhension, au stade théorique. Des idées qui, j'en ai bien conscience, risquent de heurter les lecteurs les plus cartésiens, les plus sceptiques. Mais c'est tout à fait leur droit. Je veux dire, mon propre père, paix à son âme, était quelqu'un de très sceptique lui-même. Mais moi, dans ce livre, en fait, je fais un peu du brainstorming, je réfléchis, je spécule, j'avance des tentatives d'explication, mais à aucun moment, je ne prétends dire que voilà, c'est la vérité, et puis surtout, je n'impose rien à personne. J'estime que chacun doit rester libre de se forger sa propre opinion en fonction de ses connaissances, de ses croyances, de ses expériences personnelles et de ses ressentis. On a tous un parcours de vie différent qui ont modelé notre façon de penser. Vers la fin du livre, je présente une théorie qui me semble cohérente. Mais ça m'a pris des années pour y parvenir. Des années de réflexion, d'études de témoignages qui m'ont guidé vers cette explication. Je ne sais pas si c'est la bonne explication, mais en tout cas, c'est dans cette direction que mon intuition me guide. Donc là, je sais que je suis sûr que j'ai déjà perdu la moitié des spectateurs, ceux qui sont tombés par hasard sur cette vidéo, et qui se disent « mais c'est long, quand est-ce que ça va démarrer ?» Mais en fait, elle a déjà démarré l'émission. Pour moi, c'est très important de vous expliquer l'état d'esprit de ce livre. Donc ce livre n'est pas une réponse unique et définitive au phénomène dogman. Ces précisions importantes apportées, on va maintenant faire quelques rappels sur le dogman, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le sujet. Beaucoup d'entre vous savent déjà ce qu'est le dogman parce que vous suivez mon travail depuis des années, mais ces derniers mois, j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés et je pense à eux, quoi. Je me dis qu'il faut quand même que je rappelle un peu les bases. Alors déjà, je vais commencer par dire que
l'appellation dogman, qu'on pourrait traduire par homme-chien, est un peu trompeuse. Et même un peu ridicule, je dois dire. C'est vrai que le terme wolfman, à la rigueur, homme-loup, aurait été plus justifié. Mais bon, c'est comme ça. Les Américains ont appelé cette créature le dogman. Le dogman est une créature dont on n'a pas prouvé l'existence de manière irréfutable, qui aurait été vue un peu partout dans le monde, mais bon, principalement en Amérique du Nord, USA, Canada et aussi en Europe. Et pour faire simple, le dogman est une créature qui est souvent décrite par les témoins comme ressemblant à un loup-garou. Le terme ressemblant est de mon point de vue crucial. Loup-garou, c'est le terme qui leur vient à l'esprit. Il dit bah voilà, j'ai pas d'autre mot pour décrire cette bête en fait. Ça ressemble à loup-garou, mais pour moi, rien ne prouve que ça en soit un. Parce que voilà, personnellement, je ne crois pas au loup-garou. J'expliquerai pourquoi un peu plus tard dans l'émission. J'explique tout dans le livre, évidemment, mais là, je vous donne des idées qui sont dans le livre. Donc déjà, parler de loup-garou, c'est vrai que forcément, ça éveille tout de suite l'esprit critique des sceptiques. C'est normal. Je veux dire, moi c'est pareil, quoi. Je veux dire, je ne crois pas au loup-garou. Et il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle. C'est vrai que l'idée d'une bête ressemblant à un loup-garou en train de rôder dans les bois en 2022, quand on lit ça sans rien connaître du sujet, ben voilà, ça peut prêter à sourire, évidemment. C'est normal. Mais ça serait occulter les centaines de témoignages extrêmement crédibles qui ont été recensés aux États-Unis surtout depuis la fin du 19e siècle. Parce que le phénomène dogman est très ancien. Ça n'est pas une invention de l'Internet. Ça existait bien avant même qu'on ait imaginé l'existence d'un réseau mondial. Le dogman aurait été vu bien avant notre monde moderne. Ses racines sont très anciennes, mais qu'en est-il réellement ? Est-ce une réalité ou une simple légende ? Le dogman serait-il un cryptide, c'est-à-dire un animal encore inconnu de la science, ou autre chose ? Certains pourraient tenter de penser qu'il s'agit d'une énième fantaisie, excentricité, dont seuls les Américains sont capables. Seulement, des témoins rapportent aussi avoir vu ces êtres terrifiants en France. Et j'en ai interrogé personnellement une quinzaine. Tous les témoignages sont dans le bouquin. On va faire maintenant un petit rappel sur la description du dogman. Le dogman est souvent décrit comme un animal canin bipède mesurant plus de 2 mètres. Le dogman présente une tête de berger allemand le plus souvent avec des yeux de canidés, jaunes le plus souvent. Les canidés sont les chiens et les loups. Le dogman a une tête de loup ou de chien-loup le plus souvent. 2 oreilles pointues dressées sur la tête, un museau allongé et des crocs saillants. Sa mâchoire est souvent exagérée, elle déborde de dents par moments, un peu à l'image du grand méchant loup, le grand méchant loup des contes de fées. Et d'ailleurs, ça c'est un élément qui alimente l'idée peut-être qu'il ne s'agit pas d'un animal normal. En ce qui concerne sa morphologie, il possède d'énormes cuisses musclées, une taille fine et un torse puissant de type humain. Vous voyez, c'est un peu une créature entre un canidé et un homme, quoi. Mais il n'a pas de jambes humaines. Ses pattes arrière, donc antérieures, oui, c'est ça, ses jambes sont en forme de S, comme celles des canidés. Chères spectatrices et spectateurs, si vous avez un chien chez vous, regardez ses pattes de derrière, voilà. C'est un peu comme s'il avait les pattes en forme de S. Le corps du dogman est recouvert de poils sombres, le plus souvent d'un noir profond. Un noir plus noir que le charbon. Autre détail, il a parfois une sorte de crinière qui rappelle celle d'un lion. Mais cette crinière est sale et ça lui confère un air négligé. Les témoins qui ont vu le dogman de près rapportent aussi une odeur nauséabonde. Le dogman pue, quoi. Le dogman dégage souvent une odeur d'excrément. J'espère que vous n'êtes pas à table parce que voilà, ça risque de vous couper l'appétit. Donc l'influence du dogman est clairement canine. Et elle est clairement canine pour une raison précise. De nombreux témoins ont constaté et même parfois photographié des empreintes de canidés dans la terre. Vu son physique impressionnant, le dogman posséderait des aptitudes physiques hors normes. Très agile et rapide, le dogman ferait des bonds prodigieux. Il serait par exemple capable de traverser une route en 1 ou 2 bonds. Autre point important, le dogman serait charognard. En effet,
beaucoup de témoins rapportent l'avoir observé en train de manger des animaux morts au bord des routes. C'était le cas notamment pour la bête de Bray Road, dans le Wisconsin, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc ça, c'était la description du dogman classique. Ça correspond en gros à la description du dogman du Michigan, qui est très connu aux États-Unis. Mais il existe quand même aussi des variantes. J'ai déjà eu l'occasion de présenter sur YouTube plusieurs témoignages de personnes qui auraient vu le dogman. Aurait, voilà, parce que le conditionnel est important. Je vous invite à écouter ces témoignages sur ma chaîne. Donc il y a une playlist et aussi sur Nura TV si vous ne les connaissez pas. L'histoire que j'ai présentée dans l'intro de cette vidéo, là, avec les deux jeunes qui jouaient dans les bois, est aussi un témoignage qui est présent dans le livre. Mais dans quelques instants, je vais vous présenter deux autres témoignages inédits qui sont survenus en France et qui sont aussi dans le bouquin. Ce qui paraît évident quand on étudie le sujet, quand on analyse les témoignages, c'est que le dogman n'est pas un animal ordinaire. C'est bien plus qu'un animal, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, son intelligence. Il a un regard et un comportement qui sont presque humains. Et même s'il n'est pas doué de parole, il parvient parfois à communiquer des messages assez clairs aux témoins. Il ne s'agit pas vraiment de télépathie, mais vraiment les témoins ont des impressions mentales très fortes. Donc il y a l'intelligence, mais c'est pas tout. Le dogman a aussi une attitude dominatrice vis-à-vis de l'homme. De nombreux témoins expliquent que le dogman leur fait comprendre par son langage corporel qu'il n'a pas peur d'eux. Au contraire, il leur fait même savoir qu'il est plus fort qu'eux et serait même capable de les dévorer sur le champ s'il en avait envie. On pourrait parler d'une forme d'intimidation de sa part. Et pour mieux se faire comprendre, il affiche parfois même un rictus, un sourire narquois, comme s'il jouissait intérieurement en fait de l'effet qu'il provoque. Il a conscience de faire peur aux hommes et il en joue quoi. Autant vous dire que la plupart des témoins sont terrifiés quoi. Ils sont marqués à vie par leur rencontre. Donc déjà, vous voyez, ces caractéristiques ne sont pas tout à fait habituelles chez un animal et ça n'est pas fini. La caractéristique la plus intrigante chez le dogman, qui nous fait penser qu'il ne s'agit vraiment pas d'un animal ordinaire, c'est que le dogman résiste aux balles. En effet, on a eu pas mal de témoignages dans lesquels des chasseurs ou des personnes armées ont tiré sur un dogman et on n'a jamais trouvé de cadavre. De toute évidence, ce détail va à l'encontre des lois naturelles. Ça nous fait penser que le dogman n'est pas un animal. Dernier détail qu'on peut citer, il y en a d'autres encore, mais bon là je résume, le dogman a aussi une capacité à disparaître en une fraction de seconde. Non seulement on n'en a jamais tué, on n'en a jamais capturé, on n'a jamais trouvé aucun cadavre, mais aussi voilà, à chaque fois qu'on le voit, quand il y a des interactions avec des témoins, elles sont très courtes en général, et souvent après quelques minutes, voilà, le dogman disparaît en un clin d'œil. Et on ne sait pas où il va quoi. Donc quand on examine tous ces éléments, toutes ces caractéristiques, on est vraiment perplexe. On ne comprend pas. On se demande quelle pourrait être la nature de cette bête. Certains pourraient tenter de penser que voilà, tous les témoins ont fait erreur, mais non, il y a tellement de témoignages que voilà, c'est pas possible. Ils ont bien vu quelque chose. Pendant pas mal de temps, on a parlé du dogman qu'aux États-Unis, au Canada. C'était même assez peu connu là-bas. C'était assez peu connu aux USA. C'était beaucoup moins connu que le Bigfoot, par exemple, qui est très très célèbre. Mais depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de témoignages aux États-Unis et aussi ailleurs dans le monde, notamment en France. Et j'ai présenté sur ma chaîne plusieurs témoignages qui sont assez convaincants de mon point de vue, celui d'Alain à Nice et aussi celui de Jessica et Evie dans le Jura. Si vous avez loupé ces vidéos, je vous invite à les regarder par la suite. Mais pour mon nouveau livre, Les mystères du phénomène dogman, j'ai recueilli 12 nouveaux témoignages. Et je vais maintenant vous raconter 2 témoignages inédits. Le premier témoignage s'est déroulé en 2012 dans le département des Bouches-du-Rhône. Cette expérience m'a été rapportée par un homme que nous nommerons Olivier. Elle a eu lieu vers 1h50 du matin. Olivier est policier dans une grande ville du sud de la France et cette nuit-là, il rentre chez lui après avoir fini son service. Là, donc il a travaillé et comme d'habitude, il rentre chez lui tard dans la nuit. En tenue civile, il circule à bord de son véhicule sur une autoroute près de l'étang de Berre, non loin de Marseille.
Olivier roule en plein phare à une vitesse n'excédant pas 100 km/h parce que la partie de l'autoroute sur laquelle il circule jouxte un terrain en friche sur lequel pullulent des lapins sauvages. Il n'est d'ailleurs pas rare d'en voir sur la bande d'arrêt d'urgence. Olivier, qui est donc prudent, roule en faisant attention. Tandis qu'il est en train de rouler donc sur l'autoroute, il voit soudain, à la sortie d'une courbe, une créature humanoïde identique à celle décrite par Alain. Ce sont ses propres termes. Olivier a vu ma vidéo sur le témoignage d'Alain à Nice et il a vu apparemment une créature qui lui ressemble beaucoup, quoi. La bête traverse l'autoroute de la gauche vers la droite à la vitesse d'un félin en pleine course. Elle passe à seulement 10 mètres du véhicule d'Olivier, l'obligeant à effectuer un freinage d'urgence. Vous voyez, Olivier a failli avoir un accident à cause de cette bête, quoi. Au volant de son véhicule, Olivier ne perd pas des yeux la créature qui a comme de grandes jambes et se sert de ses longs bras pour courir. Elle ne ressemble en rien à ce que l'on peut connaître, a écrit Olivier. Mais l'observation ne dure qu'un bref instant parce que la chose fuit dans l'obscurité. Et si Olivier a décidé de répondre à mon appel à témoins, c'est parce que Olivier ne savait pas trop quoi faire de son expérience. Sans preuve, il n'a pas voulu en parler à ses collègues parce qu'il avait vraiment peur d'être la cible de moqueries. Ce qu'on n'a malheureusement aucun mal à croire. Voilà, donc ça, ce sont les faits qui m'ont été rapportés par Olivier, enfin la personne que j'ai surnommée Olivier, pour préserver son anonymat. Quelques commentaires maintenant donc sur ce témoignage qui est intéressant, mais qui est un classique, parce que beaucoup de témoins du Dogman sont des automobilistes qui voient cette chose la nuit. Parce que même si le Dogman a été observé de jour, le Dogman reste une créature nocturne. Et ça pourrait avoir une forme de logique, c'est vrai, parce que la nuit, la majorité des gens dorment. C'est beaucoup plus calme et tranquille dehors. Même s'il est très court, ce récit me paraît extrêmement crédible en raison de la nature du témoin. C'est un policier, une profession qui laisse peu de place à la fantaisie. Bien entendu, certains dans les commentaires m'ont dit qu'il avait peut-être bu, mais bon voilà. Olivier est quelqu'un de responsable, c'est pas le genre à boire pendant son service, encore moins à boire au volant. C'est pas quelqu'un non plus qui cherche l'attention, surtout qu'en plus il a conservé l'anonymat. Son message est écrit sans fioriture. Voilà. On voit que c'est un fonctionnaire. Et c'est pas un fêlé, quoi. C'est pas un fondu du bocal, hein, pas du tout. Quand on voit comment il écrit. Et puis malgré la brièveté de son observation, Olivier est formel. Il a bien vu ce qu'il prétend avoir vu. Et il a vu cette chose de très près. Hein. Elle est passée à 10 mètres de son véhicule. Hein. Et comme il le reconnaît lui-même, les policiers ont en plus un très bon sens de l'observation. C'est presque une déformation professionnelle. Pendant plusieurs secondes, Olivier a bien observé cette créature qui reste non identifiée à ce jour. Moi, je me demande si la présence de ce Dogman dans le coin n'était pas due justement aux lapins sauvages, qui étaient souvent présents, selon Olivier, sur la bande d'arrêt d'urgence. On peut tout à fait imaginer qu'il y avait des cadavres de lapins écrasés, parce qu'en plus, on sait que le Dogman est un être charognard. Il aime les roadkills, voilà, c'est un grand classique aux États-Unis. Donc, pour moi, tout ça, ça fait sens. Bon, bien entendu, on n'a pas la moindre preuve, mais j'ai confiance dans le témoignage d'Olivier. Et voilà, quoi. Donc ça, c'était un premier témoignage inédit, je pense, enfin, à ma connaissance. Je vais vous en présenter un autre maintenant. Celui-là est aussi très intéressant, je trouve. Ce témoignage a eu lieu aussi dans le sud de la France, plus particulièrement dans le département des Alpes-Maritimes. Ce témoignage est assez ancien, il remonte à 1994. Cette expérience m'a été rapportée par un homme qu'on va nommer Guillaume, parce que le témoin veut garder l'anonymat. Vivant actuellement dans le sud-ouest de la France, Guillaume est marié avec 2 enfants et il ne s'était jamais confié sur ce qu'il a vu jusqu'à ce qu'il m'envoie son message. 28 ans après les faits. Donc on peut déjà dire que son expérience l'a marqué parce qu'il s'en rappelle encore presque 30 ans après les faits. C'est aussi une caractéristique, les témoins du Dogman sont souvent marqués à vie. Même si l'interaction est courte, ils s'en rappellent jusqu'à la fin de leur jour. Donc ce témoignage remonte à l'année 1994. Et à l'époque, Guillaume vient de s'engager dans l'armée, plus précisément au 21e RIMA, ou Régiment d'infanterie de marine. Les connaisseurs le savent, le 21e RIMA, c'est très célèbre en France, c'est un peu une troupe d'élite de l'armée française, j'ai envie de dire, et ils sont même intervenus en Afghanistan. En septembre 1994, Guillaume fait dans le cadre de ses classes une sortie terrain d'1 semaine dans le département des Alpes-Maritimes.
plus précisément dans le secteur du centre de montagne de la 6e brigade légère blindée, à Beuil, avec au programme marche de jour et de nuit, bivouac en pleine nature, etc. Le 3e jour, Guillaume a pour instruction de faire avec un binôme, c'est-à-dire un autre soldat qui fait ses classes, un camarade, un exercice semblable à une course d'orientation à l'aide d'une carte topographique et une boussole. Et ce jour-là, la météo est excellente. Vers 14-15 heures, Guillaume et son binôme marchent depuis 1 heure pour rejoindre le prochain point balisé sur la carte. Et détail important, ils sont vêtus tous les deux de treillis verts de l'armée et se déplacent avec leur barda en prenant garde à ne pas se faire repérer par les autres équipes avec lesquelles ils sont en compétition. Voilà, ils se déplacent dans la nature discrètement. C'est un peu une simulation de combat, quoi. Alors qu'ils sont à couvert dans la forêt, ils repèrent devant eux une grande clairière herbeuse et parsemée de gros rochers. Et là, ils marquent un arrêt avant la clairière afin de faire le point sur la carte. Et tout en restant camouflés, ils scrutent la clairière. Ils regardent dans les parages, ils regardent s'il n'y a pas d'autres équipes concurrentes. Donc là, Guillaume et son binôme, ils sont à couvert, ils sont très difficiles à repérer parce qu'ils sont habillés de vert, c'est une couleur qui est idéale pour le camouflage dans la nature, et en plus ils se cachent, quoi. Ils sont vraiment allongés, voilà, ils ne bougent pas, et ils observent. Et tandis que Guillaume et son binôme scrutent la grande clairière, ils voient tout à coup, à environ 100-150 mètres, un animal ressemblant à un gros chien de berger dont les poils assez longs sur le dos sont d'un noir très profond. C'est la description donnée par Guillaume. Sur ses 4 pattes, le chien a l'air de flairer et de creuser à la base d'un gros rocher dans la prairie. Donc Guillaume et son binôme observent un bon moment l'animal en se demandant ce qu'il fait là, parce qu'il n'y a aucun troupeau dans le secteur. Donc les 2 militaires qui sont difficiles à repérer, cachés dans la végétation, dans la forêt, observent ce qui ressemble à un chien au milieu de la clairière. Quand tout à coup, le chien se dresse sur ses pattes de derrière et se tourne dans leur direction. « Il regardait droit vers nous », écrit Guillaume. « J'ai eu un choc. Je n'ai jamais eu aussi peur. J'étais paralysé d'effroi, on peut le dire. » Donc Guillaume va décrire la chose de la manière suivante. Elle faisait selon lui environ 2 mètres de haut, elle était large d'épaules, elle avait sur le poitrail des poils d'un noir profond mais sale et hirsute. Elle avait une grande gueule allongée et des oreilles en pointe. Elle avait selon Guillaume vraiment la tête d'un loup mais plus grosse. Donc figé de terreur, Guillaume et son binôme à côté de lui observent la créature qui les fixe. Et la situation est vraiment glaçante parce que Guillaume et son camarade sont bien cachés dans la forêt. Et pourtant, la bête sait qu'ils sont là. Guillaume pense qu'ils ont surpris cette bête parce qu'ils étaient face au vent. Ça a sans doute masqué leur odeur et les bruits. Seulement, ça n'a pas empêché cette chose de les repérer. Donc la bête a zioté dans leur direction pendant un instant. Guillaume ne saurait pas dire combien de temps. Et elle est partie d'un coup. Selon Guillaume, la bête a fait un bond énorme et elle a disparu à une vitesse inouïe. Et dans son email, Guillaume m'écrit cette phrase qui ne vous surprendra pas. Pour le décrire, je ne vois pas d'autre image qu'un loup-garou. Donc là, la créature disparaît, mais les 2 militaires, les 2 soldats restent cloués sur place pendant un très long moment. Ils n'osent pas bouger en fait parce qu'ils craignent que la bestiole soit toujours dans les parages. Ils vont quand même finir par repartir et terminer leur exercice militaire sans en parler à personne. Ils vont en reparler tous les deux un peu plus tard et ils vont partager le même ressenti. La créature qu'ils ont vue dégager quelque chose de mauvais et ils ont eu de la chance parce qu'elle aurait pu faire ce qu'elle voulait d'eux. Donc comme je vous le disais, c'était la première fois que Guillaume racontait son histoire. Il a toujours eu peur qu'on le prenne pour un psycho, comme il l'a écrit. Guillaume ne sait pas ce qu'il en est pour son binôme, dont il n'a plus de nouvelles. C'est pas étonnant, presque 30 ans après. Tout ce que sait Guillaume, c'est que son binôme est ensuite parti au 17e régiment de génie parachutiste, une unité militaire basée à Montauban. Donc ça, c'était les faits rapportés par Guillaume. Je vais faire maintenant quelques commentaires et analyses. Encore une fois, ce témoignage me paraît plutôt crédible vu le profil du témoin. Un père de famille stable et équilibré qui tient à conserver l'anonymat et qui ne va tirer aucun profit de son récit. Et on retrouve dans son histoire beaucoup de similitudes avec les rencontres classiques avec un dogman, notamment la couleur du poil, un noir très profond, presque inhabituel, la ressemblance avec un loup-garou, les bonds fantastiques, etc. Pour moi, il est évident que les 2 témoins ont eu l'occasion de surprendre et espionner la créature parce qu'ils étaient bien camouflés dans le décor, avec leur tenue vert olive.
Et par la suite, j'ai posé d'autres questions à Guillaume et il m'a confirmé qu'il portait aussi des casques avec de la salade dessus. Donc la salade, voilà, c'est un terme technique, c'est juste, vous savez, de la fausse végétation sur le casque. C'est vraiment pour se fondre dans le décor, quoi. Ils étaient parfaitement cachés et voilà pourquoi ils ont surpris la bête. Si l'on ajoute le vent qui soufflait vers eux et qui n'allait pas dans le dos, cela pourrait expliquer pourquoi ils n'ont pas été détectés immédiatement par la chose. Cette bête qui était apparemment occupée à faire quelque chose, comme souvent dans les témoignages. Mais cette chose, ce dogman, a fini par les repérer. Dernière remarque intéressante avant de continuer, je me suis rendu compte que, situé en périphérie du parc national du Mercantour, Bueil n'est distant que de 50 km à vol d'oiseau de Nice, l'endroit où Alain a fait son observation 24 ans plus tard. Donc ça, c'était le deuxième témoignage inédit sur le dogman qui est dans le livre que je voulais vous présenter. Mais on va passer maintenant à mon analyse sur le phénomène dogman. Parce que voilà, vous connaissez déjà les témoignages, j'ai déjà présenté beaucoup de témoignages. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de parler du contenu du livre aussi. Je vais vous donner quelques idées qui sont dans le bouquin. Je pense que le phénomène du dogman est un phénomène multifactoriel. Selon moi, le phénomène a plusieurs composantes. D'abord, il ne faut pas se mentir, il y a très certainement une proportion de canulars et de mensonges. C'est vrai qu'il y a des photos fake qui circulent sur Internet et des canulars sont possibles aussi, c'est vrai, parce que il existe des costumes qui sont assez bien faits et qui pourraient peut-être faire illusion. Et il faut faire preuve de réalisme sur la masse des prétendus témoins. Certains mentent sûrement et ils font ça pour attirer l'attention. Ceci dit, même si les affabulateurs, les mythos existent, ils sont minoritaires selon moi. Et je dois dire que je n'ai eu aucun doute vis-à-vis des témoignages que j'ai reçus lors de mon dernier appel à témoins. Quand je n'ai pas retenu les témoignages, c'est que tout simplement, ils étaient trop courts, ils n'étaient pas assez détaillés. Je pouvais rien en faire, quoi. Donc, il y a très certainement des canulars, des mensonges. C'est obligé. Il me paraît aussi évident que dans une plus grosse proportion, il y a sûrement des erreurs d'identification. C'est obligé, je veux dire, certains témoins, et même de bonne foi, se trompent. On connaît la fragilité du témoignage oculaire humain. Par ailleurs, on ne peut pas non plus écarter la possibilité parfois d'hallucination. Voilà, c'est vrai que certaines personnes peuvent souffrir de troubles mentaux, d'autres peuvent être sous l'emprise d'alcool ou de produits stupéfiants. Il peut aussi y avoir des pareidolies, des illusions optiques. Vous voyez un tronc d'arbre bizarre, noir, et votre imagination fait le reste. On peut certainement faire erreur dans certains cas, mais peut-être plus aux USA, Canada qu'en France. Pourquoi ? Parce que je vais vous prendre un exemple concret. Un ours amaigri ou malade, qui souffre d'une maladie de peau qui n'a pas de poils, pourrait effectivement peut-être ressembler à un dogman, surtout s'il se dresse sur ses pattes de derrière. Le problème, c'est qu'en France, les ours sont rares. Il y en a seulement dans les Pyrénées. Or, le dogman aurait été observé aux quatre coins du pays. Quand on élimine les canulars et mensonges, quand on enlève aussi les erreurs d'identification, il reste tout de même une proportion de témoignages crédibles qu'on ne peut pas expliquer en l'état actuel de nos connaissances. Et comment expliquer donc ces autres observations ? Si on part du postulat que les témoins ont bien vu ce qu'ils disent avoir vu, quelle pourrait être la nature du dogman ? Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un cryptide, c'est-à-dire un animal inconnu, non encore répertorié par la science ? Pourquoi pas ? Après tout, on découvre chaque année des milliers de nouvelles espèces sur Terre. Insectes, amphibiens, mais également plantes et mammifères. On peut toutefois être sceptique parce que si le dogman fréquente assidûment nos forêts, comment expliquer qu'aucun chasseur n'en ait jamais abattu un ? Plus d'1 million de chasseurs sont actifs en France. Et pourquoi n'a-t-on jamais trouvé de cadavres de dogman dans les bois non plus ? On trouve rarement des cadavres d'animaux, mais quand même quoi. À moins que le dogman ne vive sous terre, ça c'est une autre possibilité. Il pourrait peut-être s'agir d'une créature intraterrestre. Mais j'y crois pas trop, voilà, j'y crois pas trop. Il y a beaucoup de théories qui existent sur la nature possible du dogman. Certains pensent aussi qu'il pourrait peut-être s'agir d'un mutant, un mutant naturel ou artificiel. Le dogman pourrait être, par exemple, une créature créée en laboratoire. Certaines théories font état de créatures créées par l'armée américaine notamment, ou je ne sais qui. Voilà. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec cette théorie.
Pour une raison assez simple, c'est que le dogman aurait été aperçu dès 1886 aux États-Unis, dans l'État du Michigan. Deux bûcherons auraient alors vu un homme à tête de chien, et à l'époque, les laboratoires génétiques high-tech n'existaient pas. Voilà, donc personnellement, je n'y crois pas. Donc là, force est de constater que toutes ces explications se heurtent à des limites. Moi, j'ai la conviction que la plupart des témoins ont observé quelque chose de très inhabituel. Quoi exactement, je l'ignore. Mais ça n'était certainement pas un animal normal ou même un homme déguisé. Parce que si les centaines de dogman aperçus dans les bois aux États-Unis étaient tous des hommes déguisés, il y en a un certain nombre qui se seraient fait descendre, tout simplement. Beaucoup de gens sont armés aux États-Unis et encore plus en milieu rural. Donc si le dogman n'a jamais été répertorié comme espèce animale, bien que sa réalité soit a priori avérée, parce que oui, sa réalité semble avérée, c'est pas possible que autant de témoins se soient trompés. Non, les gens sont formels. Et puis bon, en milieu rural, les chasseurs, les agriculteurs, les gens, ils sont habitués à voir des animaux. Sur une aussi grande échelle, c'est pas possible qu'il y ait autant d'erreurs. Si on n'a jamais réussi à capturer, à étudier un dogman, depuis tout ce temps, c'est qu'il échappe visiblement aux lois naturelles. En l'absence d'explications cartésiennes convaincantes, satisfaisantes concernant le dogman, il faut envisager des réponses moins conventionnelles. Et de mon point de vue, après avoir beaucoup réfléchi, j'ai tendance à penser qu'il y a bien une composante surnaturelle pour une proportion des observations, des témoignages, quoi. Et dans mon livre, je tente d'apporter des réponses. Je présente même une piste d'explication possible, assez précise. Mais ce qui est très important dans mon livre, c'est que je ne vous la donne pas comme ça de but en blanc. Je vous explique très clairement comment j'en suis venu à cette proposition. Et je mets 190 pages à le faire. Parce que moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas occultiste, je ne suis pas un spécialiste en sciences occultes. Je suis comme la majorité des gens, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez cartésien, même si je suis ouvert sur l'inexpliqué. Je ne crois pas à tout dans le domaine du paranormal, mais mes recherches et mon parcours de vie font que je crois en l'existence d'un monde invisible. Et ça, je l'explique dans le livre. Je me suis jamais levé un matin en me disant « Ah tiens, aujourd'hui j'ai décidé de croire en l'existence des entités, des esprits de la nature, des esprits de la forêt. » Non, non, tout ça c'est venu progressivement, ça m'a pris des années. Et cette prise de conscience, je la dois principalement à mes recherches sur les disparitions mystérieuses dans les zones sauvages de notre planète et notamment en Asie. Parce qu'à force de retrouver les mêmes histoires qui se répètent, de retrouver les mêmes croyances chez les tribus autochtones dans des parties différentes du monde, j'ai peu à peu acquis une conviction personnelle sur la probable existence d'autres plans de réalité, d'autres dimensions sur Terre. Ces autres dimensions pourraient être à l'origine de beaucoup de phénomènes encore inexpliqués à l'heure actuelle, notamment les apparitions d'êtres étranges tels que le dogman et aussi possiblement de disparitions dans certains cas précis. Donc ce livre n'est pas une réponse unique et définitive au phénomène dogman. Et ce qui est vraiment important de dire, c'est que même dans sa partie surnaturelle, qui ne concerne pas toutes les observations, qui ne concerne qu'une partie des témoignages, je suis convaincu que plusieurs explications coexistent. D'autres chercheurs, d'autres auteurs ont aussi écrit sur le thème du dogman, notamment Bragi, avec qui j'ai eu un échange. Et ma théorie, par exemple, ma proposition, est tout à fait compatible avec la sienne. Elle est même un peu cousine quelque part, même si moi, je vais dans une autre direction que lui. Il faut envisager des réponses moins conventionnelles. Donc on va parler, par exemple, du loup-garou. Est-ce que le dogman ne serait pas un loup-garou ? Parce que, voilà, comme je vous disais, tous les témoins le décrivent comme ressemblant à un loup-garou. C'est le meilleur terme qui leur vient à l'esprit pour décrire cette créature. Et ça a été encore montré dans l'un de nos témoignages, celui de Guillaume. Comme je l'ai déjà dit, mais bon, c'est bien de le répéter, le dogman ressemble certes à un loup-garou, mais rien ne certifie qu'il en soit un. Surtout que personne n'a jamais vu un homme se transformer en dogman ou inversement. Moi, personnellement, je ne crois pas au loup-garou.
Je ne pense pas qu'un homme normal, fait de chair et d'os, puisse changer de forme et adopter celle d'un lycanthrope. Même si j'ai l'esprit large, cette théorie présente pour moi des limites difficilement franchissables. Je pense qu'il existe une forme de barrière biologique infranchissable. L'Homo sapiens, ou homme moderne, est incapable de modifier sa structure organique et de se changer en autre chose, un loup-garou en l'occurrence. L'homme qui a été étudié à la loupe est limité en lui-même. Et très concrètement, je pense que de telles transformations provoqueraient des dégâts physiques irréversibles. Donc encore une fois, je ne crois pas au loup-garou, je ne pense pas qu'un homme puisse se transformer en loup-garou, je crois encore moins qu'un homme puisse se transformer en dogman. Bon, peut-être que je me trompe, peut-être que les loups-garous existent, mais bon, voilà, je ne crois pas au loup-garou. Encore une fois, peut-être que je me trompe, c'est vrai que je ne suis pas spécialiste en sciences occultes, je ne verse pas dans la sorcellerie, ça ne m'intéresse pas, je préfère rester à l'écart de tout ça, et peut-être que je suis dans l'erreur, je ne suis pas un initié, mais pour moi, voilà, il y a cette barrière biologique qui me paraît infranchissable. Un homme normal, pour moi, ne peut pas se transformer comme ça à loisir. Il pourrait pas, ou alors il aurait des dégâts, il aurait des cicatrices, il serait dans un état déplorable. Vous voyez bien, les gens, prendre un exemple concret. Déjà, des personnes en surpoids qui font un régime, qui maigrissent, qui perdent des kilos, enfin beaucoup de kilos, voilà, au niveau des chairs, ça se voit, vous voyez, la peau est distendue. Pourtant, ouais, ce sont des modifications minimes déjà. Et ça a des effets qui sont visibles. Donc voilà, donc si un homme se transforme en loup-garou, je peux regarder ce qu'est un loup-garou. La différence avec l'homme, c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, il pourrait pas se transformer, il pourrait pas revenir à sa forme initiale sans que ça se voit, quoi. Je veux dire, je pense que ça laisserait des marques, des cicatrices, etc. Bref, donc je ne crois pas au loup-garou. Voilà. Par contre, j'introduis une autre idée dans le livre. C'est une des idées fortes du livre. Enfin, c'est une idée qui me paraît faire beaucoup sens. Selon moi, l'hypothèse qu'une forme d'intelligence inconnue de la science à l'heure actuelle se matérialise auprès de la conscience humaine sous forme d'un loup-garou, donc une image très très forte qui frappe les esprits, m'apparaît beaucoup plus pertinente et peut-être même logique. Et cette forme d'intelligence inconnue pourrait même faire ça, décider d'apparaître sous la forme d'un loup-garou auprès des humains pour une raison précise. Elle pourrait faire ça dans un objectif précis. J'aborde aussi cette question dans le bouquin. En d'autres termes, voilà, je reformule pour être bien sûr qu'on me comprenne. Cette forme d'intelligence inconnue, dont la nature reste à être déterminée, pourrait utiliser l'imagerie puissante et choquante du loup-garou dans un certain objectif. C'est une idée forte de mon bouquin. Depuis 2017, l'année où j'ai fait mes premières vidéos sur le Dogman sur Nura TV, et surtout 2020, quand je suis allé sur le terrain dans le Jura, j'ai des intuitions très fortes sur le Dogman, qui découlent de mon étude des témoignages et de mon expérience sur le terrain. Et parmi ces intuitions, il y en a plusieurs, je pense que tout le monde ne peut pas voir le Dogman. Donc déjà, ça peut permettre de répondre à l'argument qui consiste à dire si le domaine existe, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas plus, quoi. Voilà, je pense que tout le monde ne peut pas en voir. Et je pense aussi qu'il n'apparaît que dans des circonstances précises. Ça, c'est un autre point. Je préfère me concentrer là sur la question de qui peut voir un dogman. Tout le monde ne peut pas en voir. J'ai d'autres intuitions encore sur le dogman, hein, je les développe dans le livre. J'aurai malheureusement pas le temps de développer ces idées maintenant. Il y a aussi par exemple le fait que même s'il est agressif par moment, je pense que le dogman ne peut pas tuer les hommes. Il n'y a jamais eu de personnes tuées par un dogman, enfin, en l'état actuel de mes connaissances. De même, je pense que le dogman ne peut pas être tué. Je tire ça à partir d'un constat, c'est que à chaque fois qu'on a tiré sur un dogman, ça n'a eu aucun effet. Une autre intuition que j'ai, et là celle-là va plus vous surprendre, c'est que, selon moi, le dogman a un rôle à jouer parmi nous. Voilà. Je pense que le dogman a une fonction sur notre planète qui reste à être déterminée. Mais bon, j'avance dans mon bouquin une proposition. Donc là, toutes les idées que je viens de vous présenter rapidement, le fait qu'il n'apparaisse que dans certaines conditions précises,
que tout le monde ne puisse pas le voir, je vais insister sur ce point, je vais le détailler plus par la suite, le fait qu'il ne puisse pas être tué, etc. Pour moi, toutes ces propositions, à part la dernière, le fait qu'il ait un rôle à jouer, ça alimente l'idée que le Dogman puisse provenir d'un autre plan de réalité, c'est-à-dire une autre dimension. Il pourrait s'agir d'un être interdimensionnel, ou plutôt, je préfère, faut être précis, la manifestation d'une entité interdimensionnelle. Et cette idée, elle n'est pas nouvelle chez moi, je l'avais évoquée dès novembre 2017 dans ma première émission consacrée au Dogman sur Nurea TV. Je parlais alors des légendes indiennes, notamment de celle des Dog Soldiers, chez les Cheyennes. Donc on va regarder un extrait d'ailleurs de cette émission. Maintenant on va passer aux explications que je privilégie pour le Dogman, les légendes indiennes. Je parle souvent des légendes indiennes. Donc à la fin, tous les Indiens ont été finis, tous les Dog Soldiers ont été finis par être massacrés par l'armée, mais la légende veut que certains seraient devenus des êtres ou entités clairement paranormales, et que c'est eux qu'on verrait encore rôder aujourd'hui dans les forêts et zones sauvages du Michigan, mais aussi l'État de l'Ohio notamment. Voilà. Donc là, on arrive vraiment dans une explication qui est la plus intrigante, la plus intéressante. C'est que selon les anciens, les Native Americans, les sages, les personnes les plus âgées, pour eux, les Dogmen, ce sont des esprits qui peuvent voyager entre les mondes. Quand ils sont dans notre monde, ils sont complètement physiques. Et ils peuvent retourner, quand ils le veulent, dans le monde des esprits. Ce qui expliquerait beaucoup de choses. En clair, les Dogmen seraient des créatures interdimensionnelles. Ils auraient la capacité de passer d'une dimension à l'autre. Ça expliquerait pourquoi on n'arrive jamais à les attraper. C'est une théorie qui permet de caser tous les éléments du dossier. Pour le Bigfoot, c'est pareil. Certains pensent qu'il passe d'une dimension à l'autre, qu'il maîtrise le voyage interdimensionnel. Et puis, il faut rappeler que tout ça, c'est pas non plus qu'un débat de farfelu. Il y a des experts de très haut niveau qui travaillent à l'heure actuelle sur la théorie des univers multiples, le multivers. Voilà, donc je pense qu'il faut quand même rester prudent et rester ouvert d'esprit, quoi. Voilà. Moi, je dis pourquoi pas. Il viendra un moment où la science et la croyance, puisqu'on est dans des légendes, des récits et des mythes, vont se rejoindre et la science expliquera certaines choses. Alors là, cette théorie interdimensionnelle est très intéressante. Elle expliquerait la furtivité. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Donc maintenant, on continue. Vu qu'il n'y a jamais eu de tribu Cheyenne en France, il n'y a pas eu d'Indiens en France, à ma connaissance, et vu qu'apparemment, des témoins ont rapporté avoir vu des Dogman aussi dans notre pays, il faut se demander quel type d'entité interdimensionnelle pourrait bien s'incarner en Dogman dans notre pays. Encore une fois, attention, on réfléchit là, hein, on est au stade théorique, hein, mais c'est intéressant de réfléchir, c'est intéressant. Eh bien moi, voilà, je vous donne une information qui est dans le bouquin, c'est une information importante. Mon intuition me guide plutôt vers les êtres élémentaires, qu'on appelle aussi élémentaux, ou plus communément les esprits de la nature. Et pourquoi est-ce que je pense que ce sont plutôt des esprits de la nature ? Eh bien ça, je l'explique dans le livre. Comme je disais, je ne me suis jamais levé un matin en me disant « ça y est, aujourd'hui je crois aux esprits de la nature ». Non, dit comme ça serait ridicule, ça serait grotesque. Non, ça m'a pris des années, ma certitude m'est venue progressivement, et ça je le dois vraiment à mes recherches, comme je disais, notamment sur les disparitions mystérieuses en Asie. J'ai vraiment été très très marqué par toutes les affaires que j'ai compilées dans mon livre « Disparus dans la nature, Asie ». Parce qu'encore une fois, il faut savoir que en Asie et aussi dans beaucoup d'autres parties de notre planète, en dehors de l'Occident évidemment, à quelques rares exceptions, je pense notamment à l'Islande, qui croit beaucoup aux petits peuples, aux êtres magiques. Pourtant l'Islande, ça n'est pas un pays d'arriérés, au contraire, je pense qu'ils sont plutôt en avance sur nous. Dans les pays occidentaux, on a tourné depuis bien longtemps le dos à toutes ces croyances, on les considère avec une certaine condescendance, voire un certain mépris, mais dans beaucoup d'autres pays, on continue à vivre avec ces croyances très très fortes que notre monde sensible, ce qu'on voit autour de nous, n'est pas la seule réalité qui existe. Et pour ceux qui croient au monde invisible, beaucoup de phénomènes considérés comme mystérieux dans notre réalité, c'est-à-dire notre réalité matérielle, notre monde moderne,
ne seraient que des manifestations de ce monde invisible, quoi. Ce monde suprasensible. Un univers, en fait, que seule une petite catégorie de personnes ont la capacité de percevoir, notamment les personnes clairvoyantes, comme on va le voir un peu plus tard. Donc je reviens à ma théorie, la théorie que je développe dans mon livre. J'ai développé une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a une certaine cohérence et qui permet de répondre à beaucoup de questions. Je ne vais pas pouvoir tout vous dire parce que voilà, il faudrait que je fasse une émission de 24 heures, mais voilà, je vais quand même vous donner continuer à vous donner des informations, ce que je fais depuis le début de cette vidéo. Donc je reviens à l'une des idées qui m'est très chère, c'est que, selon moi, pour la partie des observations qui ne peut pas être expliquée rationnellement, donc pour son volet surnaturel, la proportion de témoignages qui restent inexpliqués, le dogman pourrait bien être la manifestation d'une entité surnaturelle. Elle apparaîtrait, elle se manifesterait auprès des humains sous forme d'un dogman. Vous allez me dire, oui, pourquoi un dogman? Et pourquoi pas une licorne? C'est vrai après tout, ça pourrait apparaître sous n'importe quelle forme. Eh bien, le dogman ressemble à un loup-garou. Ça paraît assez évident, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, et après, on n'est pas tous d'accord. Et c'est pas grave, je veux dire, on n'est pas des ennemis, quoi. On réfléchit au mystère. Moi, je reste assez ouvert. Je ne crois pas au loup-garou, mais je vous explique pourquoi. Je respecte ceux qui croient au loup-garou, quoi. Je veux dire, qui suis-je pour dire que le loup-garou n'existe pas? Oui, je n'y crois pas. Maintenant, voilà, je ne sais pas tout. Je veux dire, je ne suis pas un initié. Je raisonne en fonction de mes humbles connaissances, de mes ressentis, de mes expériences. Bref, donc, je reparle du loup-garou. Le dogman ressemble à loup-garou. Et le loup-garou, c'est, de mon point de vue, une image très forte de l'inconscient collectif humain. Pourquoi? Parce que le loup-garou a une apparence terrifiante. C'est une créature qui renvoie à un mythe, mais aussi à une peur ancestrale. La plupart des gens ont peur du loup-garou, et moi le premier. Voilà, même si je n'y crois pas, si je rencontrais un jour comme un dogman, je n'emmènerais pas large. Le loup-garou, ça m'a terrifié étant gosse. Voilà, donc je mentirais si je disais que j'étais très fier si je rencontrais un dans les bois. Et donc la peur du loup est par extension celle du loup-garou, un être moitié homme, moitié loup, c'est un peu dans notre ADN quelque part. Ça nous renvoie à l'aube de l'humanité, quand l'homme était un petit être assez vulnérable. Il n'avait pas inventé toutes les armes de destruction massive qu'on a à l'heure actuelle. Je continue de penser que l'homme redevient très fragile aujourd'hui dès qu'il est privé de ses petits joujoux technologiques. C'est vrai, dès qu'il n'a plus sa technologie, dès qu'il se retrouve dans les éléments, qu'il s'agisse la mer, la montagne, etc., la jungle, ses chances de survie redeviennent très faibles. Bon, je digresse un peu, mais bon, on prend le temps dans cette vidéo. Voilà, on discute tranquillement et on réfléchit, quoi. Je reviens sur le loup-garou. Il est comme très intéressant de noter que le dogman a été vu surtout en Occident, très très peu en Afrique et en Asie. Ça, je vous l'ai dit dès l'intro. Le dogman a été vu, je pense qu'on peut le dire, essentiellement dans les pays anglo-saxons et aussi en France. Ça pouvait paraître surprenant qu'on le voit en France, mais bon, vous allez voir que finalement, il y a peut-être une certaine logique. Le dogman a été très très peu vu sur les autres continents. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que le dogman a possiblement un rapport avec notre inconscient collectif. Mais attention, je tiens à être très clair, je n'ai pas dans l'idée que ça soit une hallucination collective. Non. Je pense que les témoins voient réellement ce qu'ils disent avoir vu. Je pense qu'ils sont sincères. Je veux dire, encore une fois, la majorité des témoins sont des bonnes personnes. Elles rappellent ce qu'elles ont vu, quoi. Et parfois, elles étaient plusieurs. Par exemple, là, je reviens, d'ailleurs, je n'ai pas pensé à vous le dire tout à l'heure, Guillaume était avec un binôme, ils étaient deux à l'avoir vu, vous voyez. Souvent, les témoins sont plusieurs. Donc, encore une fois, je pense que les gens ont vu quelque chose. Je continue sur l'idée, donc, de l'inconscient collectif. Il y a un autre détail qui me fait penser que ça a un lien. C'est que le dogman a d'abord été vu aux USA, dans les États peuplés majoritairement par des migrants européens, notamment des Allemands.
l'État du Wisconsin, où a été vue notamment la célèbre bête de Bray Road, et aussi le Michigan, ce sont des États qui ont été peuplés à la base beaucoup par des migrants européens, notamment allemands. Et il faut savoir que dans les pays d'Europe centrale et aussi beaucoup en Allemagne, le mythe du loup-garou était extrêmement présent autrefois. Donc il faut se demander si tous ces migrants allemands n'auraient pas apporté avec eux, dans les États du Wisconsin et du Michigan, leur folklore et leur inconscient collectif. Et je poursuis mon raisonnement. Si une forme d'intelligence inconnue, des entités, disons-le, vivaient dans les bois du Wisconsin et du Michigan à cette époque, donc dès la fin du 19e siècle, est-ce qu'elle n'aurait pas puisé l'image du loup-garou dans le psychisme de la population locale? Parce que c'était une image qui leur parlait, qui les terrifiait certes, mais qui leur parlait, qui leur appartenait. Donc, rappelez-vous de la légende des Dog Soldiers, que j'ai réévoqué brièvement, même si c'est un petit peu différent. Tout le monde sait que aux USA, les Indiens ont été massacrés par les colons d'origine européenne. Est-ce que les esprits de ces Indiens décédés, c'est la croyance des tribus, n'auraient pas pu, quelque part, choisir l'image du loup-garou pour terrifier les colons, voire les descendants des colons qui les avaient massacrés? Vous voyez, ce serait une forme de vengeance d'outre-tombe. Ils auraient choisi finalement cette image qui est particulièrement terrifiante. Ils auraient regardé le psychisme, l'inconscient collectif des colons, et ils auraient regardé le catalogue des images terrifiantes. Ils se disent, tiens, celle-là, c'est pas mal. Oh, le loup-garou, ça leur fait peur. Ah bah tiens, on va s'incarner avec ça en fait, parce que c'est vraiment terrifiant, quoi. Donc ça, c'est l'idée vraiment. Pourquoi le choix de l'apparence du loup-garou et pas d'une licorne? Donc ça, c'est l'une des idées que je développe dans le livre. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Je réponds à pas mal d'autres questions, mais bon, je peux pas tout dire malheureusement. Je continue quand même avec le loup-garou, enfin l'image du loup-garou. Quand on réfléchit, ce raisonnement peut peut-être aussi s'appliquer en France. On peut très bien imaginer que des entités surnaturelles puissent aussi décider de s'incarner sous forme de loup-garou en France. Pourquoi ? Pour la même raison, c'est que le loup-garou fait aussi partie de notre inconscient collectif. En effet, on a longtemps cru au loup-garou dans les campagnes françaises. Je pense que ça, c'est difficilement contestable. D'ailleurs, je vous renvoie à mon émission sur la bête du Gévaudan. À l'époque, beaucoup de gens craignaient le loup-garou. C'est connu, quoi. Enfin, c'est vraiment... c'est un fait. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que le loup-garou existait, mais les gens en avaient peur. C'est un peu l'image du croque-mitaine aussi. Vous voyez, on a longtemps cru au loup-garou en France. On y a beaucoup cru au Moyen-Âge et aussi par la suite. Et ça, à mon avis, ça a laissé une marque indélébile dans notre inconscient collectif, quelque part. Évidemment, ce n'est pas la peur principale à l'heure actuelle. Il y a d'autres peurs, notamment qui sont médiatisées. Si vous faites un sondage, les gens ne vont pas vous dire que leur peur numéro 1, c'est la peur du loup-garou. C'est très clair. Mais, ceci dit, le loup-garou, il continue à faire peur. La preuve, c'est que le loup-garou continue à être représenté dans les films d'horreur d'Hollywood, à notre époque. Donc, le loup-garou continue d'appartenir à notre inconscient collectif. J'essaie d'être clair, mais c'est quelque chose qui appartient à notre univers, à notre culture, quoi, qui est fortement ancré en nous. C'est un concept, même le loup-garou. C'est un concept. C'est-à-dire que vous dites à quelqu'un, imagine un loup-garou, il voit à quoi ça correspond. La majorité des gens, même les non-spécialistes, savent ce qu'est un loup-garou. Voilà. Donc on continue. Voilà, j'ai l'impression que ça va être une vidéo très très longue, mais bon, tant pis. Écoutez, c'est la sortie de mon bouquin. Je prends le temps de le présenter. Je pense pas que je ferai 15 vidéos sur la sortie du livre. Donc on prend le temps, et voilà. J'espère que ça vous plaît. J'ai dû perdre beaucoup de gens déjà depuis un moment. Mais c'est pas grave. Je veux dire, tant pis, quoi, c'est pas grave. Moi, j'assume mon bouquin à 100% de la première à la dernière page. Donc voilà, quoi. L'idée, c'est que je puisse vous communiquer oralement mes idées pour les gens qui n'auront pas l'occasion de lire le livre. Voilà, donc je continue avec le loup-garou, parce que voilà, je ne parle pas souvent du loup-garou, mais c'est quand même intéressant. Encore une fois, je ne crois pas au loup-garou, je ne pense pas qu'un homme lambda puisse se transformer en loup-garou, comme je vous l'ai déjà dit, pour des raisons déjà évoquées. Par contre, qu'une entité, voire un démon,
ça pourrait même être un peu logique, créature diabolique, se manifeste auprès des humains sous forme d'un loup-garou, je n'y vois aucune objection. Au stade théorique, évidemment, parce que, encore une fois, je n'en ai pas la preuve, et puis voilà. Mais bon, quand on réfléchit, ça pourrait paraître cohérent. On peut aussi faire le parallèle avec les djinns. Après tout, pourquoi pas? On sait que beaucoup de nos amis musulmans croient dur comme fer en l'existence des djinns, c'est-à-dire des génies. Les djinns seraient des entités surnaturelles invisibles qui pourraient prendre l'apparence qu'ils souhaitent. Par exemple, un homme, un arbre, mais aussi un animal, un serpent, un corbeau, etc. Pourquoi pas prendre la forme d'un loup-garou alors? J'en profite d'ailleurs pour saluer mes spectateurs et spectatrices qui me regardent. En Afrique, il y en a quelques-uns, en Afrique du Nord, je reçois des fois des messages sympathiques. Donc voilà, salutations, salam alaikum, comme on dit. Mais si on raisonne que de notre petit point de vue occidental, évidemment, toutes ces idées pourraient paraître complètement débiles, mais bon, quand vous élargissez aux autres cultures, vous vous rendez compte que finalement, on retrouve ces croyances un peu partout, quoi. Dans l'islam, on retrouve ce mécanisme, un mécanisme par lequel une entité surnaturelle pourrait très bien s'incarner dans notre réalité sensible sous forme d'une créature. Voilà. Donc pourquoi pas un dogman, vous voyez? C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs parce que on se rend compte que il peut quelque part se transposer à notre situation, quoi. Ça peut expliquer aussi des mécanismes qui nous paraissent très mystérieux. Donc moi, ayant connaissance de tout ça, je me dis pourquoi pas en France aussi? Est-ce qu'une proportion des témoignages du dogman en France n'est pas aussi d'origine surnaturelle? Si on accepte le principe ailleurs, pourquoi pas en France? Évidemment, il ne s'agirait pas d'esprits d'Indiens décédés, comme aux États-Unis. Mais pourquoi pas des esprits de la nature, par exemple? Des esprits de la nature qu'on appelle aussi élémentaux, êtres élémentaires, parce qu'ils appartiennent au plan éthérique élémentaire. Donc là, je n'ai pas réinventé la roue, je me suis référé aux travaux de Rudolf Steiner, qui est un philosophe et occultiste autrichien, parce que Steiner a beaucoup écrit sur les êtres élémentaires. Et d'après Steiner, seules les personnes clairvoyantes ayant su développer leur capacité de perception suprasensible seraient capables de voir ces êtres éthérés. Et c'est très important finalement. Ça correspond totalement à mon intuition concernant le dogman. Rappelez-vous, je vous avais dit que je pensais que certaines personnes seulement pouvaient voir le dogman. Et je continue avec Steiner. Là, la dernière phrase est vraiment, encore une fois, très importante pour moi. Selon Steiner, ces entités, donc ces esprits de la nature, ces élémentaires, pourraient tout à fait manifester leur présence dans notre environnement familier, notre monde, donc. Vous voyez, en ce qui me concerne, ma croyance que une partie des observations, qui est difficile à évaluer, je ne sais pas quelle proportion, qu'une partie des observations est d'origine surnaturelle, s'est renforcée durant l'été 2020 lors de mon séjour dans le Jura, quand j'avais rencontré Evie et Jessica. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite, qui est sur ma chaîne. Donc mon séjour dans le Jura a vraiment été important pour moi, ça a un peu provoqué un déclic, parce que à cette occasion, j'ai beaucoup discuté avec les deux témoins, et notamment Jessica. Jessica qui se présente comme médium et chaman. Et Jessica apparemment évidemment, parce que c'est improuvable, établit une connexion avec le dogman qu'elles avaient vu. Elle l'a revu en rêve aussi, notamment, et là, il lui aurait dit que, notamment, il détestait les armes à feu, il détestait la chasse aussi, et qu'il était capable de ressentir si un homme avait chassé ou non dans sa vie. En clair, s'il avait tué des animaux. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. Avec Jessica, on a parlé aussi du témoignage d'Alain à Nice. Et Jessica m'a apporté des informations qui étaient intéressantes aussi. Parce que Jessica avait visionné ma vidéo et elle m'a dit que, selon elle, la créature qu'aurait rencontrée Alain à Nice était possiblement une femelle. Et je suis assez d'accord avec Jessica parce que, rappelez-vous, la créature vue par Alain était de petite taille. Elle mesurait dans les 1m60, 1m70. Et elle était peu large d'épaule.
Donc effectivement, c'était peut-être une femelle. Autre détail intéressant, c'est que, si vous vous rappelez du témoignage d'Alain, il avait déclaré que, avant de disparaître, la créature, qui était perchée sur le muret, près de la route proche de Nice, l'avait regardé, elle avait eu l'air d'hésiter en fait, elle avait comme une forme d'inquiétude, d'après Alain. D'après Jessica, c'est parce que la créature a ressenti que Alain avait chassé dans le passé. C'est vrai que Alain nous a expliqué qu'il avait effectivement chassé avec des cousins étant plus jeune. Voilà, bon, c'est un petit aparté, mais vous voyez, je fais des liens aussi avec les autres vidéos. C'était l'occasion jamais de le dire. D'ailleurs, si Alain nous regarde, je le salue au passage. Je pense que ça l'intéresse aussi. Donc je reviens à mon séjour dans le Jura. Vous voyez, le bouquin est tellement complexe, il y a tellement d'infos dedans, que cette vidéo est par extension aussi difficile à faire parce que je dois aussi condenser énormément les choses. Mais bon, lors de mon séjour dans le Jura, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir progressé dans ma compréhension personnelle du phénomène Dogman. Encore une fois, c'est ma propre perception des choses. Celle des autres peut être tout à fait différente. De mon point de vue, je pense avoir peut-être trouvé deux pièces possibles d'un puzzle. Tout d'abord, le rôle primordial de la médiumnité. Voilà, ça renvoie au fait que tout le monde ne peut pas voir le Dogman. Ça, j'en avais la certitude depuis plusieurs années. Et aussi, un lien possible avec la chasse et les armes à feu. Ça m'est venu aussi grâce à mes discussions avec Jessica. Donc selon moi, et c'est aussi l'une des idées que je développe dans le bouquin, le Dogman pourrait avoir un rôle à jouer qui aurait un rapport avec la nature. Ce qui pourrait paraître logique, vu que je pense que certaines observations du Dogman ne sont peut-être que des manifestations d'esprits de la nature. Voyez, les êtres de la nature, les esprits élémentaires, les élémentaux, sont très attachés à notre planète. Ils sont là depuis toujours. Je pense qu'ils étaient là bien avant l'homme. Comprenez ? Je pense que la défense de l'environnement leur tient à cœur. Ils sont en première ligne quelque part. Nous, les humains, un certain nombre d'entre nous se soucient réellement de ce sujet qui est très préoccupant, d'accord ? Mais il y a aussi une partie, au fait, des gens, notamment en Occident et dans d'autres pays modernes, qui brandissent la protection de l'environnement pour faire de l'argent. Hein ? On va pas se mentir. Renseignez-vous sur les éoliennes, renseignez-vous sur les voitures électriques. Ça n'est pas si propre que ça, loin de là. L'écologie, c'est un business aussi pour certains, ce qu'on appelle le green business. Il y a beaucoup de dollars à se faire, beaucoup d'argent. Mais bon, les êtres élémentaires, les esprits de la nature, je pense qu'eux, ils sont complètement désintéressés. C'est pas pour faire de l'argent, c'est tout simplement pour survivre, hein, parce qu'ils sont intimement liés à la nature. Vous voyez ? Je pense que les esprits de la nature, les élémentaux, sont incontestablement liés au destin de la planète. Hein. Donc ils sont plus que soucieux de la protection de l'environnement. C'est aussi pour ça, je pense, qu'ils se soucient du sort des animaux, parce qu'ils vivent en communion avec la planète. Je parle de beaucoup de choses dans le bouquin, je parle aussi de la théorie Gaïa, je peux pas tout vous dire malheureusement. Et encore une fois, ça n'est que mon humble avis. Je pense que le Dogman pourrait peut-être avoir un rapport avec les esprits de la nature, la protection de la nature. Donc je continue, c'est pas fini encore, l'émission n'est pas terminée. Cette émission va être assez longue, après certains sont contents quand il y a des vidéos longues. Donc dans le livre, à un moment, j'ai fait une hypothèse de travail dans laquelle j'ai fait plusieurs propositions, notamment la fameuse proposition que tout le monde ne peut pas voir le Dogman. Seule une catégorie restreinte de personnes le peut. Je me suis dit que peut-être que finalement les témoins répondent à plusieurs critères. Je me suis dit, on va essayer de définir plusieurs critères. J'ai défini 2 critères. Premier critère, la présence d'un don au sens large, mais d'ordre paranormal, tel que la médiumnité par exemple, et ça pourrait avoir une certaine logique si le Dogman est effectivement une manifestation d'une entité. Si c'est une manifestation du monde invisible, eh ben c'est logique que les personnes médiums, les personnes clairvoyantes puissent les voir, et pas les autres. Critère B, une expérience de la chasse, voire des armes à feu. Je me suis dit, je vais essayer de tester ces 2 critères. Donc j'ai défini ces 2 critères assez simples, et en mars 2022,
quand j'ai commencé à écrire mon livre, en fait, je voulais recueillir de nouveaux témoignages. Donc j'ai lancé un appel à témoins dans mes réseaux. J'ai reçu environ une douzaine de nouveaux témoignages. Mais bon, j'en avais 14 au total parce que j'avais ceux aussi de Alain à Nice et Jessica et Evie dans le Jura. En gros, j'avais donc 14 témoignages. Et quand j'avais pas l'information dans les témoignages, j'ai réinterrogé les témoins. Et je leur ai posé 2 questions. Première question, avez-vous personnellement ou y a-t-il dans votre famille un don, comme la médiumnité ? Deuxième question, avez-vous déjà chassé ou avez-vous des chasseurs dans votre famille? Et donc des armes à feu. Donc avant de voir le résultat final du sondage, je vais revenir sur les 2 témoignages que je vous ai présentés tout à l'heure. Premier témoignage, rappelez-vous, c'est un témoignage qui remontait à 2012, le témoignage des Bouches-du-Rhône. Olivier, le policier, avait vu une créature de type Dogman traverser l'autoroute. Eh bien, Olivier m'a répondu qu'il n'avait pas de nom particulier et que dans sa famille, personne n'en avait non plus à sa connaissance. Donc ce témoignage, apparemment, ne remplissait aucun des 2 critères. Sauf que, en le questionnant plus en profondeur, j'ai appris que Olivier, qui est policier, au moment où il a rencontré ce Dogman, il rentrait chez lui en voiture. Et dans sa voiture, il avait avec lui son arme de service. Il avait son pistolet, quoi. C'est donc assez rare pour être souligné. Le témoin, lors de son observation, avait une arme à feu dans sa voiture avec lui. Donc, c'est peut-être un hasard, une coïncidence, mais pour moi, ce détail reste quand même assez bluffant parce que, de mon point de vue, il permet de valider le critère B. J'avais parlé donc d'une expérience de la chasse et ou la possession d'armes à feu. Là, Olivier avait une arme avec lui au moment de sa rencontre avec le Dogman. Passons maintenant à l'autre témoignage, celui des Alpes-Maritimes, qui date de 1994, que je vous ai présenté. Donc là encore, j'ai interrogé Guillaume, qui, rappelez-vous, était militaire à l'époque, et Guillaume m'a confirmé qu'il avait déjà chassé dans le passé, et aussi que beaucoup de ses cousins pratiquaient cette activité. Guillaume continue à les accompagner lors de leur partie de chasse. Au moment de sa rencontre, Guillaume était armé, comme son binôme, comme son camarade. C'est normal pour des militaires. Ils portaient sur eux un couteau et aussi un fusil d'assaut FAMAS chargé avec des munitions d'exercice à blanc. En revanche, Guillaume m'a indiqué que, à sa connaissance, personne n'avait de don particulier dans sa famille. Donc dans ce témoignage, seul le critère B semble validé. Ceci dit, le binôme de Guillaume, la personne avec qui il était au moment de l'observation du Dogman, lors de cet exercice militaire, avait peut-être lui un don, ou dans sa famille. On ne le saura jamais, parce que les 2 hommes se sont perdus de vue depuis. Donc j'ai réexaminé tous les témoignages sous l'angle de ces 2 critères et j'ai fait un tableau récapitulatif. Et je trouve que les résultats sont intéressants. 71%, donc près des 3/4 des témoignages, valident le critère A, le critère du don. C'est-à-dire voyance, médiumnité, voire un rapport à l'occulte. Par exemple, certains témoins avaient quelqu'un qui tirait les cartes dans leur famille. Il y avait des cartomanciennes. 85% des témoignages, donc là plus des 3/4, remplissent le critère B, celui de la chasse et des armes à feu. 57% des témoignages, donc plus de la moitié, remplissent les 2 critères. Et 100% des témoignages ont au moins l'un des 2 critères. Voilà. Donc quelques analyses maintenant sur ces résultats. Alors attention, il faut être très clair encore une fois. Bien évidemment, il ne s'agit que d'une interprétation. Je n'en tire aucune conclusion définitive. Néanmoins, quand on regarde les résultats, on constate qu'il y a quand même une proportion assez importante de personnes ayant elles-mêmes ou dans leur famille, dans leur lignée familiale, un don d'ordre paranormal. Ça serait intéressant de le comparer avec la moyenne nationale. Mais bon, là quand même, sur un petit échantillon, c'est quand même pas rien, quoi. Il y a plus de 70% des gens qui ont elles-mêmes un don ou dans leur famille. Donc ces données pourraient donc alimenter l'idée que effectivement cette catégorie restreinte de personnes clairvoyantes entre guillemets, serait plus encline que les autres à voir un Dogman.
Il s'agit bien sûr d'une interprétation de ma part, mais bon, ça pourrait nous inciter à croire qu'une partie du phénomène Dogman est bien d'origine surnaturelle. Par ailleurs, ces statistiques pourraient aussi, et j'insiste sur le conditionnel, car il s'agit d'une extrapolation, pourraient confirmer mon pressentiment de départ. C'est-à-dire qu'il existe possiblement un lien entre le Dogman et la chasse, voire les armes à feu. Mais c'est vrai que bon, j'essaie de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Je reconnais que la population française est majoritairement d'origine paysanne. On estime qu'il y a environ 1 million de chasseurs en France et il est sans doute normal d'avoir un ou plusieurs chasseurs dans sa famille. Moi-même, je veux dire, mon grand-père était agriculteur, il a été chasseur, vous voyez. Ceci dit, c'est quand même extrêmement troublant de remarquer que dans mon échantillon de 14 témoignages, dans les seuls cas où le témoin n'a pas de don et ne pratique pas la chasse, que ce soit personnellement dans sa famille, il avait une arme à feu avec lui. C'était notamment le cas d'Olivier, le policier dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et dans un autre témoignage dont j'ai pas parlé mais qui est dans le bouquin, le témoin m'a confirmé après un petit interrogatoire de ma part qu'il possédait plusieurs airsoft qui sont des répliques d'armes à feu. Ce sont des répliques d'armes à feu qui tirent des billes en plastique. Et figurez-vous que ce témoin a même tiré avec ces répliques d'armes à feu, ces airsoft, dans les bois. Voilà, donc c'est quand même assez troublant pour moi. Et en parlant d'airsoft, je ne peux pas m'empêcher de penser au témoignage que je vous ai présenté dans l'introduction de cette vidéo. Ce témoignage qui s'est déroulé au Wisconsin et qui figure aussi dans le bouquin. Dans cette histoire, les deux jeunes étaient en train de jouer aussi à l'airsoft dans les bois quand ils ont apparemment rencontré également un Dogman. Et l'un des témoins a expliqué qu'il avait commencé à utiliser des armes à feu très jeune et à chasser avec son père dans les bois. Voilà, donc il avait lui aussi une expérience de la chasse. Voilà, donc on arrive maintenant à la conclusion de cette vidéo, à la fin. Je pense que vous en savez déjà un peu plus sur l'état d'esprit et le contenu de ce livre, donc les mystères du phénomène Dogman des USA à la France. Je vous ai donné quelques informations, c'était normal quand même que je vous fasse part un petit peu de mes recherches, mais vous allez trouver encore énormément d'autres informations dans le bouquin. Encore une fois, il est très complet. Je présente des témoignages aux États-Unis. Bon, vous en connaissez certains, mais il y en a aussi des inédits. Je présente aussi donc une douzaine de nouveaux témoignages en France. Dans ce livre, là, je me mouille un peu, quoi. Je présente une théorie personnelle. Bon, toujours attention au stade théorique. Je réfléchis. Je présente une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. Tout le monde ne sera pas d'accord, c'est obligé, mais qui a au moins le mérite d'avoir une certaine cohérence et qui permet de répondre à beaucoup de questions qui paraissent sans réponse à l'heure actuelle. À mon avis, le Dogman pourrait avoir un rôle à jouer parmi nous, parmi les humains. Donc j'apporte des explications dans le livre. Et ce rôle à jouer pourrait avoir un lien, un rapport avec la protection de l'environnement, la chasse, la nature. Puis voilà, je vous donne une autre information. Pour ceux qui sont toujours là, voilà, pour vous récompenser, parce que bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont quitté la vidéo en cours de route. Encore une fois, je peux comprendre, parce que quand on découvre le sujet, ça doit braquer certains. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça peut vraiment aussi bousculer les certitudes de certaines personnes. Je peux comprendre. Moi, je vous dis ça maintenant, mais j'y réfléchi pendant des années. J'ai mûri tout ça pendant très longtemps avant de mettre ça par écrit. Et voilà, donc bon. Bref, je vous donne une information quand même, une dernière information. Il y a un autre rôle qui me paraît assez évident, c'est que c'est un nettoyeur de la nature. Là, je vous dis les choses, c'est un nettoyeur de la nature à mon avis. Pourquoi ? Parce qu'il est souvent vu en train de manger des animaux morts. C'est un charognard, vous voyez ? Et encore une fois, c'est cohérent, c'est logique avec ma conception du Dogman, selon laquelle il aurait un lien avec la nature, quoi. S'il a un lien avec les esprits de la nature, si le Dogman est une incarnation des esprits de la nature, il n'est pas capable d'ôter la vie. C'est contre sa logique interne, quelque part. Il pourrait le faire, puisqu'il domine l'homme. Voilà pourquoi il n'attaque pas non plus, vous voyez ? Pourquoi il n'attaque pas les humains ? Parce qu'il ne peut pas ôter la vie à quelqu'un. Ça provoquerait une contradiction interne peut-être en lui. Les esprits de la nature, je pense, ne peuvent pas le faire. Et voilà pourquoi il ne peut pas, et voilà pourquoi il mange seulement des cadavres. Comme ça, en plus, il recycle aussi la matière, quoi. Voilà.
Bon bref, c'est une idée, parmi d'autres, il y en a beaucoup d'autres dans le bouquin. Au risque de me répéter, encore une fois, je ne détiens aucune vérité sur le Dogman. Je vous apporte mon analyse, ce que je pense en avoir compris. J'apporte une piste d'explication possible, celle que je privilégie, mais peut-être que je vais dans la mauvaise direction. En tout cas, c'est la direction vers laquelle mon intuition me guide. C'est une théorie assez simple, mais bon, qui a une certaine cohérence, quoi. Et c'est très important, encore une fois, je le rappelle, la théorie que j'avance, la piste d'explication, peut tout à fait coexister avec d'autres théories d'ordre paranormal. Comme déjà dit, pour moi, le phénomène Dogman est complexe et il est composé de plusieurs volets, notamment un volet surnaturel. Et ce volet surnaturel ne concerne pas tous les témoignages, à mon avis. Peut-être qu'une certaine proportion, 55% par exemple, oui, je dis un chiffre au hasard. Et dans ce volet surnaturel, il y a certainement aussi plusieurs composantes, notamment la piste que j'avance, mais il y en a très certainement d'autres, quoi. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de cause unique, mais plutôt une somme de causes. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vraiment connaître l'avis complet de Lionel Camille sur le Dogman, parce que je sais qu'on m'a beaucoup questionné sur ce sujet ces dernières années, voilà. Commandez ce livre, lisez ce livre, et vraiment... j'ai tout mis dedans en fait, j'ai vraiment mis tout ce que je savais, tout ce que je pensais avoir compris sur le sujet. Si vous ne connaissez rien au Dogman, bah écoutez, lisez le bouquin, ça sera une bonne introduction. Et si vous êtes déjà passionné, expert du sujet, bah lisez-le aussi. Vous allez certainement apprendre de nouvelles choses, il y a des témoignages inédits, je présente des idées. Donc si vous voulez commander le livre, vous pouvez le faire uniquement sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Le livre n'est disponible que sur Amazon. Ne cherchez pas en librairie, vous ne le trouverez pas. Et si vous ne l'achetez pas, c'est pas grave. Bon, faut quand même que quelques-uns l'achètent parce que bon, j'ai beaucoup travaillé sur ce bouquin quand même. Faut bien que je puisse payer mes factures aussi. Mais j'ai quand même partagé des choses avec vous. Voilà, il me semblait quand même normal de partager des informations qui sont dans ce bouquin. Je peux le faire parce qu'il y a tellement d'informations dedans aussi que ceux qui achèteront le livre, je pense qu'ils y trouveront leur compte. Mais il y a une chose que vous pouvez faire, qui est gratuite, qui ne coûte rien. Si vous pensez avoir été témoin d'un Dogman, posez-vous la question des 2 critères. Ça serait intéressant de savoir. Critère A, le don, entre guillemets, quel qu'il soit. Ça peut être médiumnité, ça peut être aussi un intérêt pour l'occulte, voilà, ou alors si quelqu'un tire les cartes dans votre famille, carte ancienne. Critère B, chasse, arme à feu. Vous allez peut-être vous dire, ah mais tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais j'ai ma tante qui tire les cartes. Ouais, ça peut être ça. Ou alors, ah bah tiens, j'ai pas de don, je chasse pas, par contre, j'ai des armes chez moi, je fais du tir sportif, j'ai des armes à feu, j'aime bien les armes, je transporte souvent des armes dans ma voiture, oui, la logique. C'est intéressant. Et moi, j'ai pu tester ça que sur un petit échantillon, mais 14 témoignages. Il faudrait vraiment voir à une plus grande échelle si ces critères sont récurrents. C'est aussi l'état d'esprit que j'ai eu en écrivant ce livre, faire vraiment un livre synthétique qui puisse aussi servir à faire avancer un peu la réflexion sur ce sujet. Même si je sais que d'autres chercheurs ont fait du bon boulot, notamment Bragi. J'ai apporté ma petite pierre à l'édifice, si ça peut aider à faire avancer la réflexion, à en savoir un peu plus sur ce mystère, mais ça serait déjà génial. Avant de vous laisser une petite information, sachez que je vais être le 6 septembre 2022, donc sur Nura TV, en direct, pour présenter le livre, et puis on va rediscuter du Dogman, donc je vous invite vraiment à venir voir cette émission. Je serai avec mon ami Guillaume, et puis vous pourrez poser vos questions en direct, donc ça sera vraiment sympa. Il y aura un côté interactif, vous serez les bienvenus. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé mes analyses, je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne en activant la cloche. Ça prend quelques secondes, ça ne coûte rien, et ça m'encourage à continuer à vous proposer du contenu. Je ne parle pas tout le temps de surnaturel d'inexpliqué, mais de temps en temps, c'est le cas. Et ça va être encore le cas dans les prochains mois. Vous serez tenu au courant si vous êtes abonné, mais faites-moi confiance, il va encore y avoir des mystères qui me passionnent et qui, je l'espère, vous intéresseront également. Avant de vous laisser, je tiens à remercier Fabien qui a réalisé la couverture de mon bouquin, une belle couverture qui rend hommage au Dogman. Donc merci à tout le monde, faites gaffe à vous, je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères, et en attendant,
Ne disparaissez pas.